En réalité, après l'incendie d'Apollo 1, nombreux étaient ceux à la NASA qui pensaient que tout était terminé. Mais ils se rendirent vite compte qu'ils ne pouvaient pas abandonner, car ils se retrouvaient prisonniers d'un défi qu'eux-mêmes avaient lancé devant le monde entier. C'est ce que raconte Chris Kraft, le directeur du centre spatial de Houston. After the fire, I don't think we would have continued had we not made the commitment. The country made the commitment and they would have looked like a bunch of gooks if they hadn't continued on in the eyes of the world and in their competitive position in the Cold War. C'est à cette époque-là, selon la théorie alternative, que les dirigeants de la NASA auraient décidé de mettre en scène en studio ce qu'ils n'auraient jamais été capables de faire dans la réalité, les alunissages des missions Apollo. De toute façon, à cette époque-là, la NASA avait déjà développé et mis au point toutes les technologies nécessaires pour simuler un voyage complet aller-retour sur la Lune sans avoir à s'éloigner pour autant de la Terre. Comme nous le verrons par la suite, il aurait suffi d'utiliser les images générées par les simulateurs pour faire semblant d'y être vraiment allé. Il y avait aussi une autre raison pour laquelle les États-Unis ne pouvaient plus faire marche arrière. L'opinion publique américaine avait été galvanisée par une propagande de tous les instants dans laquelle la conquête de la Lune était donnée pour acquise et évidente. Ces extraits de films propagandistes de l'époque montrent clairement l'état d'esprit du moment. Sometime in the future, American astronauts will explore the moon. This is the first of the big Saturn V. Someday it will carry 3 men and equipment to the moon and back. In a few short years, this scene of man on the moon will be a reality. This is the Apollo Command Module. A spacecraft like this will one day carry astronauts to the moon and back. This is the lunar module. A similar craft will one day allow 2 astronauts to set gently down on the surface of the moon. Kennedy Space Center, a reality in the preparation for manned lunar landings. La presse écrite eut sa part, elle aussi. Les revues publiaient de plus en plus fréquemment des articles montrant l'homme moderne envoyé à la conquête de l'espace. Les livres d'aventures se déroulant dans l'espace se multipliaient. Et au fur et à mesure, le public s'habituait toujours plus à l'idée de coloniser d'autres planètes. Pour une nation qui était née et avait grandi dans le mythe du Far West, la nouvelle frontière de l'espace ne pouvait que devenir le prolongement idéal de ce même état d'esprit de conquête. Ainsi, les fusées interplanétaires, satellites et vaisseaux spatiaux de tout genre devenaient chaque jour plus familiers au public américain. De véritables guides de l'espace étaient publiés, comme celui de Hammond ou de Doubleday, qui illustraient jusque dans le moindre détail les futures missions Apollo. Et il y avait même un guide de l'espace pour les écoles élémentaires. Les enfants dans leur classe s'amusaient à construire leurs propres fusées, en rêvant d'aller sur la Lune. If I ever go to the moon, I think it'll be very fun. I just hope to go very, very soon, and I hope I'm not really that old. Disney ne pouvait rater cette occasion. Ils avaient créé à Disneyland toute une section appelée Tomorrowland, entièrement consacrée au voyage dans l'espace. En même temps, Disney publiait régulièrement livres et bandes dessinées dans lesquels les personnages les plus connus se rendaient dans l'espace. Il y avait aussi les albums à colorier pour enfants, avec le papa qui emmenait ses propres enfants visiter la Lune. Ou bien des livres contenant des maquettes de fusées en carton à découper avec les personnages des astronautes. Ou encore des livres en 3D montrant chaque détail de la vie dans la station spatiale. Et au centre de tout cela, il y avait toujours lui, l'astronaute, la nouvelle figure mythique qui avait remplacé le vieux héros du Far West dans l'imaginaire collectif. Dans une situation comme celle-là, avec cette propagande de tous les instants, une chose est certaine. Si la NASA s'était montrée incapable techniquement d'envoyer des hommes sur la Lune, ou si le faire était trop risqué, à ce point, ils auraient été obligés de faire semblant d'y aller. Il ne leur restait pas d'autre alternative. Avec une nation tout entière, les yeux rivés vers la nouvelle frontière, il n'était plus possible d'admettre la faillite du projet spatial sans voir s'écrouler toute la crédibilité du gouvernement américain aux yeux de sa population. C'est la théorie soutenue par Bill Kaysing, l'homme considéré par beaucoup comme le père de la théorie du complot lunaire. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up
with some sort of alternative that they felt the public would believe. Bill Kaysing était un ancien employé de Rocket Dean, la société qui a construit pour la NASA les moteurs des fusées dans le projet Apollo. En 1976, 4 ans à peine après la fin des missions Apollo, Kaysing publiait un livre intitulé We Never Went to the Moon, Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, dans lequel il énumérait toutes les raisons pour lesquelles il pensait qu'il était impossible que l'homme soit allé sur la Lune. Et où il expliquait que toute la série d'alunissage avait été filmée dans un studio secret de la NASA. Le livre de Kaysing eut un retentissement assez considérable et fut suivi quelques années plus tard par un autre livre assez similaire écrit par le chercheur indépendant Ralph Renée. Le livre s'intitulait « NASA Mooned America », ce qui signifie « La NASA a trompé l'Amérique ». Ralph Renée soutenait en particulier qu'il était impossible pour l'homme de franchir les ceintures de Van Allen, ces 2 ceintures fortement radioactives, larges de plusieurs milliers de kilomètres et qu'il faut obligatoirement traverser pour arriver sur la Lune. There is absolutely no way they went to the moon with what they had. In fact, there's no way they can go today. There's no way they can go tomorrow. You don't send man where you haven't sent the monkey. Avec le temps, les théories de Ralph Renée et Bill Kaysing firent de nouveaux adeptes. Mais ce n'est qu'avec l'avènement d'Internet que la théorie du Moon Hoax, le canular lunaire, a commencé à se propager à l'échelle mondiale. Depuis Internet, la NASA a mis en ligne toutes les photographies haute définition prises lors des missions Apollo. Sont également disponibles toutes les vidéos et les enregistrements télévisés des voyages lunaires distribués officiellement par la société Spacecraft Films. Grâce à tout ce matériel, n'importe quel chercheur peut désormais examiner les images originales des missions lunaires. Cela a porté à une multiplication de livres et de documentaires toujours plus détaillés et approfondis qui remettent sérieusement en cause l'idée que l'homme soit réellement allé sur la Lune. Mais Hollywood a par moments également renforcé la thèse du canular. En 1979, 10 ans après la première mission lunaire, sortait le film Capricorn One. Officiellement, le film raconte l'histoire d'une fausse mission sur Mars que la NASA met en scène depuis un studio télévisé afin d'éviter les risques d'une vraie mission dans l'espace. Mais Capricorn One se référait clairement aux récentes missions lunaires, au point que le sous-titre du film disait « Seriez-vous bouleversé de découvrir que le plus grand moment de notre histoire récente pourrait ne pas avoir eu lieu du tout ?» Les producteurs de Capricorn One n'eurent aucun problème à laisser entendre que la NASA avait pu facilement tromper le monde entier avec de fausses missions Apollo. I believe, had they wanted to, that NASA could indeed have pulled off the greatest hoax of all time, never sent anyone to the moon, and recreated it in a television studio. Si nous y sommes parvenus avec un budget de seulement 4 millions de dollars, expliquaient les producteurs, on ne voit pas bien pourquoi ça n'aurait pas été possible pour la NASA, qui disposait de fonds et de moyens quasi illimité. Et Capricorn One n'est certainement pas le seul film de Hollywood à sous-entendre que les alunissages ont été filmés sur Terre. Dans le film de James Bond, Diamonds Are Forever, on voit tout d'un coup le protagoniste, Sean Connery, tenter de s'échapper en traversant par erreur un décor cinématographique où sont mis en scène précisément les débarquements sur la Lune. Dans le film des Minions également, le groupe de personnages se retrouve par hasard en train de traverser une scène de studio cinématographique où sont mis en scène les faux alunissages des missions Apollo. Et également dans Coneheads, le fameux film comique avec Dan Aykroyd. Les producteurs se moquent ouvertement de l'idée que l'homme soit jamais allé sur la Lune. Chicken embryos, seasoned patties of ground animal flesh. I'm not really hungry. Just some Tang. Ah, Tang, the drink the astronauts took to the moon. Astronauts to the moon. Naturellement, il y a aussi ceux qui sont totalement convaincus que nous sommes vraiment allés sur la Lune et qui défendent farouchement la narration officielle de la NASA. Ce sont ceux qu'on appelle les débunkers. Parmi les plus connus et actifs dans le débat, on trouve Phil Plait, responsable du site web Bad Astronomy, Jim Oberg, journaliste expert des questions spatiales,
L'Italien Paolo Attivissimo, responsable du site Comploti Lunari et collaborateur de l'Apollo Lunar Journal, le site officiel de la NASA sur les missions Apollo. En tant que collaborateur officiel de la NASA, Paolo Attivissimo est une voix particulièrement importante dans le débat mondial concernant le programme Apollo. Il y a aussi Jay Windley, responsable du site Clavius, et les fameux Mythbusters qui ont consacré une émission tout entière à démonter la théorie du complot lunaire. Toutes ces personnes non seulement soutiennent que nous sommes bien allés sur la Lune, mais avancent qu'il existe des preuves irréfutables qui le démontrent. Nous commencerons donc par étudier ces preuves en les analysant une par une. La première preuve régulièrement citée en faveur des missions Apollo se présente sous la forme d'un raisonnement. S'il est vrai que la NASA a truqué les voyages lunaires, disent les débunkers, pourquoi donc les soviétiques se seraient-ils tus au lieu de le dénoncer devant le monde entier? I russi sono stati zitti perché? Nessuno se lo sa spiegare. En réalité, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les soviétiques n'auraient de toute façon pas dénoncé le canular lunaire. La première est qu'étant donné leur position, personne au monde ne les aurait crus. Essayez d'imaginer si réellement les Russes, qui venaient tout juste de perdre la course à la conquête spatiale, avaient dit que la NASA n'était pas allée sur la Lune. Les Américains les auraient immédiatement ridiculisés devant le monde entier en les traitant de mauvais perdants. Avec plus d'1 demi-milliard de personnes qui avaient assisté à l'alunissage à la télé, il aurait été extrêmement facile de les faire taire. Si les doutes étaient venus d'une nation neutre, alors certains auraient éventuellement pu la croire, mais venant de la nation qui venait tout juste de perdre la course à la Lune, personne ne les aurait pris au sérieux. Il existe une deuxième raison, encore plus importante que la première, pour laquelle les soviétiques n'avaient pas forcément envie de dénoncer le canular américain. Alors que les missions Apollo étaient toujours en cours, des négociations avaient commencé entre soviétiques et américains pour un programme spatial commun. L'époque de Kennedy et de Khrouchtchev était révolue, et la présidence Nixon avait fait des pas importants vers un dégel des relations avec l'Union soviétique. We have opened a new relation with the Soviet Union. We must continue to develop and expand that new relationship so that the two strongest nations of the world will live together in cooperation rather than confrontation. Le 24 mai 1972, avec les missions Apollo toujours en cours, Nixon signait à Moscou le fameux accord de coopération spatiale avec les soviétiques. Et moins d'1 an après la dernière mission Apollo, les astronautes américains se rendaient en Russie pour rencontrer leurs homologues soviétiques. Ils participent à des conférences de presse conjointes, visitent leur centre spatial, se familiarisent avec la capsule Soyouz et rendent hommage devant la tombe des grandes figures de la conquête spatiale soviétique, Sergueï Korolev et Youri Gagarin. Quelques mois plus tard, c'était au tour des soviétiques de visiter les États-Unis d'Amérique et de connaître de près leurs traditions. Ils visitèrent le centre spatial de Houston, se familiarisant avec la capsule américaine Apollo et travaillant ensemble pour mettre au point le système d'arrimage de leur vaisseau. Tout cela devait culminer, 3 ans seulement après la dernière mission Apollo, par la rencontre historique dans l'espace entre une capsule américaine Apollo et le Soyouz soviétique. Voici les paroles du cosmonaute russe Leonov au moment de partir pour aller s'arrimer à la capsule américaine. Chairman of the State Commission, the crew of the Soyuz spaceship is ready for the joint flight with the American spaceship Apollo. We have the great honor of participating in the first international flight of manned spaceships. The fulfillment of this experiment will yield still broader possibilities in our space research. Du côté américain, le ton des commentaires est très comparable. The mission climaxed more than 3 years of planning and preparation. A time during which differences in language, in technology, in political creed were set aside in favor of the common goal. Et effectivement, la mission conjointe entre Russes et Américains allait ouvrir la voie à ce qui allait devenir la Station spatiale internationale, où encore aujourd'hui des astronautes américains, russes, italiens, japonais ou d'autres nations collaborent à un programme spatial commun. Par conséquent, si les soviétiques avaient dénoncé le mensonge lunaire, non seulement personne ne les aurait pris au sérieux, mais en plus, rien de tout ce qui s'est produit par la suite en termes de collaboration avec les Américains n'aurait pu avoir lieu. Face à un éventuel bluff des Américains, il ne restait donc aux Russes que la solution de se taire, de faire semblant de rien et de regarder le futur avec sourire. As all philosophers say, the best part of a good dinner is not what you eat,
but with whom you eat. La deuxième preuve, souvent citée par les débunkers, est la suivante. Avec plus de 400 000 personnes impliquées dans le programme de la NASA, disent-ils, quelqu'un aurait forcément parlé. Poi vabbè, si può considerare una cosa molto banale. All'operazione Luna parteciparono 400.000 tecnici di società private, non militari, non era un'operazione di 4 gatti che lanciano un missile. Quindi tutta questa gente in 40 anni non ha mai confessato nulla. Mais ce sont précisément les prémices de ce raisonnement qui sont faussées. Il n'est écrit nulle part que chacune des 400 000 personnes employées par la NASA devait être au courant d'un éventuel plan pour falsifier les alunissages. Au contraire, le travail de préparation des voyages lunaires fut confié par la NASA à des milliers de sociétés différentes, réparties sur tout le territoire américain et qui travaillaient de façon totalement indépendante les unes des autres. Les employés de Grumman s'occupaient de la confection du module lunaire dans leur établissement de Long Island. Les employés de ELC travaillaient à la fabrication des combinaisons spatiales dans leur laboratoire du Delaware. Ceux de Boeing travaillaient sur la Jeep lunaire dans l'État de Washington. Les employés de McDonnell Douglas s'occupaient de la réalisation de la fusée Saturn dans leur siège de Californie. Ceux de General Motors travaillaient sur les réservoirs du module de commande dans leur établissement de l'Indiana. Indépendamment de la Lynn Group qui développait et mettait au point les simulateurs de vol dans son siège de New York. De fait, comme l'explique ce documentaire de l'époque, il y avait quasiment 20 000 sociétés différentes dans tous les États-Unis qui travaillaient en même temps au projet Apollo. More than 90% of the work is conducted by contractors spread across the nation. In fact, some 20,000 prime contractors, subcontractors, and suppliers, located in virtually every state, are participating in the manned spaceflight programs. L'idée que toutes ces personnes devaient forcément être mises au courant d'un plan pour falsifier les alunissages est tout simplement ridicule. Quand un joueur de foot décide de truquer un match, il n'informe pas le reste de l'équipe de ses intentions. Il met en œuvre son plan tout seul. Et les premiers à être piégés sont précisément ses coéquipiers. Un autre exemple est celui du scandale de Volkswagen. En 2015, on a découvert que Volkswagen avait trompé le monde entier en mettant sur le marché des véhicules qui n'étaient pas en règle avec les niveaux d'émissions de gaz de leur moteur. Mais cela ne signifie pas que l'ensemble des 600 000 employés de Volkswagen aient été au courant de l'arnaque en cours. Il suffisait d'un groupe relativement réduit de techniciens et de dirigeants pour faire cela, sans que les autres soient au courant pour autant. Dans le cas des missions Apollo, il aurait également suffi qu'un groupe restreint de dirigeants de la NASA soit au courant de la tromperie pour que cela se réalise, à l'insu de tous les autres. Il aurait suffi de prendre le contrôle du signal télé qui arrivait aux stations réceptrices situées sur Terre durant les alunissages des missions Apollo. Officiellement, les images de la première promenade lunaire furent retransmises en direct depuis la Lune et diffusées sur Terre en temps réel vers toutes les télévisions du monde. Mais si au lieu de partir directement de la Lune, cette même promenade lunaire avait été enregistrée en studio sur Terre, et ensuite retransmise aux stations réceptrices par un satellite ou un moyen quelconque, les premiers à n'y voir que du feu auraient été précisément les milliers de techniciens de la NASA qui suivaient en direct la mission Apollo 11. Et avec eux, c'est le monde entier qui aurait été trompé. Il existe aussi, d'après les débunkers, des preuves physiques des alunissages, et donc d'après eux parfaitement irréfutables. L'une d'elles est la présence sur la Lune du fameux rétroréflecteur, un objet capable de renvoyer sur Terre un rayon laser et qui aurait été laissé sur la surface lunaire par les astronautes des missions Apollo. D'après les Mythbusters, cela constituerait même une preuve irréfutable et concluante prouvant que l'homme avait bien marché sur la Lune. There's time for just one final test, and not just any old test, but the ultimate proof of man's moon mission. What's this? A reflector. In fact, it's called a retroreflector, made up of many tiny prisms just like this. If there was a retroreflector on the moon, and we knew its exact location, and we had a powerful enough laser, we could detect the reflection and prove there is man-made equipment on the moon. So what you're saying is that we get a really big laser and point it at the reflector on the moon, and if we get a signal back, that means that we were in fact there. Precisely. Pour démontrer leur thèse, les Mythbusters ont mené une expérience depuis l'observatoire américain d'Apache Point.